Voilà les retombées du 8 mars. Voici une femme mariée qui a passé la soirée du 8 mars chez un inconnu. Mais la nuit, au moment d'aller aux toilettes, elle a confondu la porte des toilettes et est plutôt entrée dans la chambre où le monsieur a l'habitude de faire ses rituels. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Avant de continuer l'histoire, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez au maximum que cette histoire touche le plus de monde possible. Voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Thérèse. Une femme mariée. Ce qui se passe donc est qu'elle travaille dans une entreprise. Chaque 8 mars, son entreprise a l'habitude de faire une soirée, d'organiser une soirée. Bref, comme à son habitude, donc, Thérèse donc, et sa copine, qui est aussi sa collègue, ont participé à cette soirée-là. Tout s'est bien passé et... Sauf que la soirée en question se termine à une certaine heure. Et Thérèse et sa copine avaient l'habitude que dès que la soirée de l'entreprise est finie, se termine, elles s'en vont directement dans un snack ou dans une boîte de nuit pour terminer. Lorsque la fête de l'entreprise s'est terminée, elles sont parties donc terminer le 8 mars dans une boîte de nuit. Une fois dans la boîte de nuit donc, elles étaient en train de danser, de s'enjailler. Sauf que Thérèse a donc constaté que il y a un monsieur assis là depuis qu'il ne fait que la regarder. Elle a aussi regardé le monsieur, elle a vu que le monsieur était beau, il était mignon, il avait l'air d'être friqué. Bref, c'était son goût. Elle a dans un petit système, un petit modèle, elle est partie aux toilettes. Le monsieur donc s'est levé, il a suivi. Et une fois donc ils étaient aux toilettes donc, ils ont commencé un peu à échanger. Le monsieur l'a donc tapé sec, il l'intéresse et il veut partir avec elle pour faire les choses. Elle est donc sortie des toilettes donc pour voir sa copine, pour dire à sa copine que bon, tu vois le monsieur qui me regarde depuis tout à l'heure là, bon, on a un peu causé et je veux comme ça partir avec lui. Quand elle a dit ça, sa copine a compris. Et vous devez comprendre que sa copine est célibataire. Contrairement à Thérèse qui était mariée, sa copine est célibataire. Sa copine a d'abord hésité, dit que non, je sais pas, c'est pas bon, tu pars avec lui comme ça. Elle a dit que laisse, ne t'inquiète pas, on va partir faire et ça va changer quoi. C'est juste l'histoire d'un coup. C'est juste l'histoire d'un coup, le coup d'un soir. Ça n'a pas rien changé. C'est pas comme si je trompais mon mari. Et en plus, je ne veux pas prendre son numéro ou mettre le cœur sur la relation là. C'est pas comme si je trompais mon mari. Regardez la logique des femmes mariées aujourd'hui. Sa copine, bref, vu que elle et sa copine avaient l'habitude de gérer ce système là à chaque fête, à chaque soirée, elle a dit ah ok, vas-y alors, je te couvre. D'ailleurs, modèle dont elle est partie donc avec le monsieur. Une fois dans la voiture donc, ils ont commencé à se déplacer. Bien évidemment, elle n'était pas non plus totalement naïf. Elle sait que suivre un inconnu comme ça, c'est pas bon. Dans ce cas donc, elle a donc noté l'adresse, la position de où elle partait et elle envoya à sa copine. Une fois donc qu'elle est arrivée chez le monsieur en question, ils sont donc partis, donc ils ont fait les choses. Le gnassement, le mourouli, ce que vous connaissez. Vous devez comprendre que ils étaient peintés. Ils avaient beaucoup bu pendant la soirée. La nuit donc, la femme donc s'est levée donc pour aller aux toilettes, pour se soulager. Sauf qu'en arrivant donc proche des toilettes, elle a confondu la porte des toilettes et elle est plutôt entrée dans le sanctuaire du monsieur. Le sanctuaire, c'est-à-dire le lieu où le monsieur a l'habitude de faire ses rites. Vous voyez généralement les ritualistes dans leur maison, ils ont généralement toujours une pièce où ils ont l'habitude de faire leur sorcellerie, leur rituel, où tous les hôtels sont positionnés. Elle est entrée dans la pièce là et quand elle a vu tout ce qui était à l'intérieur, dans un premier temps là-bas, elle a voulu crier, mais elle-même elle s'est d'abord calmée. Elle a appelé sa copine, expliqué la situation, que Mako c'est chaud, où je suis actuellement là c'est chaud. Là, je partais comme ça aux toilettes, mais j'ai confondu la porte parce que j'étais peinté, j'ai confondu la porte. Je suis plutôt entré dans le sanctuaire du monsieur. Le monsieur là a un sanctuaire où il y a décrit tout ce qui est à l'intérieur, les fétiches, les totems, le rouge partout. Là, sa copine a dit que merde, il dit que Thérèse, à l'heure là non, tout ce que tu vois là non, ça signifie que le type en question avec qui tu es parti là n'est pas simple. Il n'est pas catholique. Pardon, ne crie pas, ne fais rien, ne fais pas de scandale, rien. Porte rapidement tes habits en sous-soilingue, tu sors doucement de la maison, tu fuis. Tu prends un taxi, tu déguerpis. Elle a dit ok, j'ai compris. Au même moment donc, elle s'est habillée doucement. Elle a remis sa perruque sur sa tête, remis ses habits, récupéré son sac doucement et elle s'est cassée. Une fois donc qu'elle est partie, donc, elle a donc pris donc un taxi et elle a donné sa destination, elle a commencé à rouler. Au même moment, elle était toujours au téléphone, elle expliquait à sa copine comment ça s'est passé, ceci, cela. Sauf qu'à un moment donné, là, sa voix s'est subitement coupée. Elle n'arrivait plus à parler, donc elle est devenue subitement muette. Elle parlait normalement, après elle a commencé à faire les... Il dit que mais... Sa copine au téléphone aussi est étonnée, elle dit que mais tu fais quoi comme ça? Oh, elle parlait. Même le chauffeur qui conduisait là a commencé à regarder la femme là bizarrement que mais
Comment la femme s'y parle normalement, après commence à faire des bruits bizarres comme ça. Oh, là, la voix de la femme était partie, elle n'arrivait plus à placer un seul mot. Mais par chance, elle avait déjà donné la localisation au taximan. Une fois donc qu'ils sont arrivés, elle est descendue. Elle est partie voir sa copine. Là, sa copine a vu comment ça... Là, donc, sa copine a vu comment Thérèse faisait. Elle a donc compris que le monsieur peut-être avait fait quelque chose par derrière pour s'assurer qu'elle ne parle pas de l'affaire là, de ce qu'elle avait vu. Là, actuellement, c'est chaud. Elle est chez sa copine. Vu que de base, le mari de Thérèse, le mari de la femme en question, c'est qu'après la soirée, elle devait partir chez sa collègue, chez sa copine, passer la nuit. Là, actuellement, c'est chaud sur elle. Elles ne savent pas ce qu'il faut. Là, actuellement, c'est chaud sur elle. Je dis bien, c'est chaud sur elle. Elles ne savent pas ce qu'il faut faire. Le problème maintenant qui se pose est que si elles s'en vont voir le mari de la femme en question, bien évidemment, vu que le problème est mystique, il faudra qu'elle, pour que le problème soit résolu, il faudra d'abord qu'elle explique obligatoirement ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, pour qu'on puisse travailler sur elle. Sauf que dans ce cas-ci, ça risque de gâter le mariage. Là maintenant, elles sont en train de réfléchir si elles doivent peut-être d'elles-mêmes partir en sous-soling voir un marabout. Elles ne savent pas. Actuellement, elles sont toujours dans la chambre en train de discuter. Donc, la famille, si vous avez une solution, je ne sais pas si vous avez une solution. Là actuellement, c'est chaud sur elle. Donc, si vous avez une solution, les commentaires sont à votre disposition. Voilà la mentalité des femmes mariées d'aujourd'hui. Mais franchement, les histoires du 8 mars là, les histoires du 8 mars là, où chaque année il y a toujours un scandale. Moi je vous dis déjà tout de suite, l'histoire du 8 mars là c'est n'importe quoi. Déjà c'est une fête commerciale, donc je ne sais pas pourquoi vous mettez toujours autant de cœur à ce genre de soirée là. Déjà c'est une fête commerciale. C'est juste une opportunité pour certaines femmes d'aller faire leur busy, les conneries habituelles. Déjà quand vous voit un pagne qui se délave après 3 lavages, bref, je ne veux même pas parler. Enfin bref, à chaud pépé, l'affaire là va laver les mémoires. Mais un truc est sûr, ça risque vraiment de gâter le mariage. À part si bon, on sait comment les femmes ont l'habitude de mentir. Mais l'affaire, c'est risque vraiment de gâter son mariage. Mais personnellement, moi je conseille à sa copine qui vient nous relater cette histoire-là, d'aller dire la vérité, au moins pour sauver sa tête. Parce que le problème là est mystique. Et si elle décide de garder le secret et que ça cuit chez celle-là, elle a sa part de responsabilité sur ça. Il dit bien une responsabilité mystique. Donc, le conseil que je peux donner déjà à celle-là, c'est d'aller dire la vérité. Au moins pour sauver sa propre tête. Quant à sa copine là, elle est mariée, c'est ce qu'elle fait. Donc, ça cuit sur elle seule. Voici Sangoku, un voyou qui a mis mal à l'aise tous les quartiers de Douala pendant 15 ans avec ses transformations mystiques. Jusqu'au jour où tous les quartiers en question se sont réunis pour le faire tomber. Histoire vraie. L'affaire s'est passée au Cameroun. Déjà avant de commencer, il y a des personnes qui se disaient têtues. Sauf que dans têtu, il y a têtu et têtu. Dans la délinquance, il y a délinquant et délinquant. Et à un certain niveau de délinquance, d'autres utilisent déjà des écorces. Ici, on appelle ça écorce ngang. C'est-à-dire d'autres à un niveau utilisent maintenant la sorcellerie pour bagarrer. Mais bref, avant de continuer, likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Voici le fameux Sangoku en question. Déjà, on ne sait pas trop comment il a fait, par où il est passé, qui il est allé voir pour avoir ses écorces, pour avoir la force surnaturelle qu'il avait aujourd'hui. Mais bref, grâce à ça, il a réussi à régner littéralement sur tous les quartiers de Douala. Je ne dis pas la ville de Douala, je dis les quartiers de Douala. Tous les quartiers de Douala le connaissaient. L'affaire donc se passe donc un 11 février, pendant la fête de la jeunesse, à Mapanda, dans un collège. Pendant le collège dont la question, donc, il fallait donc gérer la sécurité à l'entrée. Connaissant donc la force physique de Sangoku en question, on a fait donc appel à lui pour garder l'entrée. Bien évidemment, il était rémunéré. Comme il était là donc à l'entrée, il gérait l'entrée, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, il y a un autre voyou là qui a essayé de passer de force. Il a donc bloqué et il lui a servi une gifle. Le gars, le type en question s'est fâché. Il s'est levé pour vouloir bagarrer. Sauf que Sangoku lui a mis un coup, un seul. Le type est tombé. Et quand il est tombé, au lieu de s'arrêter là, Sangoku est monté sur lui et il a tapé au sol pendant 30 minutes. 30 minutes. Dès qu'il a terminé, il s'est levé sur lui. Le type s'est levé donc avec les nerfs. Il est parti et cette fois-ci, quelques minutes plus tard, il est revenu avec 7 personnes. Ils ont encerclé Sangoku donc pour pouvoir finir avec lui. Sauf que comme j'ai dit, Sangoku déjà de base, il était fort physiquement. Mais en plus de physiquement, il avait encore des gangs. La force, le mystique sur lui. La bagarre, c'est à partir de là que les gens ont vu vraiment la force du gars. C'était un coup par personne, chacun tombait. À chaque fois qu'il donnait un coup à quelqu'un, la personne tombait. Un coup, pas deux, un seul par personne.
Donc, il lui a fallu que 7 coups pour coucher les 7 personnes. Dès que c'est fini, là, les gars sont partis. Sauf que comme ils sont partis, là, ils n'ont pas voulu laisser. Pendant les 2 mois qui ont suivi, parce que vous devez comprendre que Sangoku, bien qu'il régnait sur tous les quartiers de Douala, il mettait mal à l'aise tout le monde. Je dis bien tout le monde. Disons que ce n'était pas quelqu'un de très bien. Ce qui fait donc que énormément de personnes avaient de la rancune contre lui. Pendant les 2 mois donc qui ont suivi, les gars se préparaient. Les gars avaient entassé les gens. Ils partaient en brousse. Les gars faisaient des semaines dans des marmites. Quand je dis dans des marmites, je pense que certains vont comprendre ce que je vais dire par là. C'était passer des semaines dans des marmites, dans des cases, chez des pygmées. Ils se blindaient parce qu'ils étaient nombreux à vouloir finir avec lui. Ils se blindaient. Ils travaillaient sur eux, ils attachaient les écosses, les gangs, ils se préparaient tous. Après donc, les 2 mois donc en question, donc, Sangoku donc était donc au Bénédaya, en train de se mettre à l'aise, il mangeait. Sauf qu'à un moment donné, on voit comment il y a des motos qui arrivent là, une quarantaine de motos qui arrivent, qui garent. Sur chaque moto, il y avait au moins 4 personnes. Pas 2, pas 3, 4 personnes. Et chacun était équipé d'une machette. Chacun descend. Il y a d'abord, ils sont entrés de Béda. Il y a d'abord un qui s'est mis devant lui. Il a dit Sangoku. Les années où tu nous mets mal à l'aise ici, là, c'est fini. Aujourd'hui, là, c'est fini. On va finir avec toi aujourd'hui. Au même moment qu'il a dit ça, Sangoku s'est levé. Il n'a pas cogité. Il a dit comme vous êtes là, non, comme vous commencez là, sachez que si je sors d'ici vivant, vous, vos familles, même ceux qui ne sont pas concernés, même ceux qui ne connaissent rien, je vais finir avec vous tous. Et comme le gars parlait là, il ne blaguait pas. Parce que quand je dis il a mis les gars mal à l'aise au quartier pendant des années, il ne blaguait pas. Et à l'instant où il a dit ça, il a mis une gifle au gars, le gars est tombé. Et au même moment que le gars est tombé là, tous les gars sont entrés, la bagarre a commencé. C'est là où tous ceux qui étaient donc présents au Bénétariat, chacun a sauté par la fenêtre pour fuir. Chacun sont passés par là, d'autres sont passés par la porte, d'autres par la fenêtre, d'autres ont creusé le toit même au plafond pour fuir. Même la gérante du Bénétariat en question, elle a laissé sa marchandise aussi pour fuir. Chacun donc tracé sa route. Les gars ont donc commencé donc à bagarrer. Sauf que mais les gars étaient nombreux. Malgré que les gars étaient nombreux, ils étaient plus d'une cinquantaine, ils n'arrivaient pas à le maîtriser. Et quand Sangoku lui bagarrait, exactement comme pendant la fête de la jeunesse en question, c'était un coup par personne. Un coup, tu tombes. Un coup, tu tombes. Un coup, tu tombes. Les gars n'arrivaient pas à les neutraliser. Les machettes ne passaient pas, ça n'entrait pas. Et ces muscles ne faisaient que se enfler. Les gars ont fait la force, Et au fur et à mesure que le temps passait, les nouvelles motos arrivaient avec des personnes. Tous les 5 minutes, des nouvelles motos arrivaient avec des gens. On ne faisait qu'appeler. Parce qu'à l'heure là, le gars a bien dit, s'ils sortent là-bas vivants, eux tous, leurs familles, même ceux qui n'étaient même pas concernés, il va tous les prendre. Bref, à l'heure là, même si tu n'étais que voyou que pour la forme, c'est vraiment pour frimer. Là-bas, tu vas bagarrer. Parce que peut-être pour rien comme ça, tu impliques toute ta famille dans quelque chose. Bref, chacun bagarrait, il faisait comme il pouvait. C'est un coup par personne. Mais maintenant, de l'autre côté donc, il y a la femme de Sangoku chez elle, plus précisément sa petite amie qui reste là-bas. On vient lui dire que on a pris Sangoku dans un guet-apens là-bas, on essaye de finir avec lui. Au même moment qu'elle a entendu ça, elle a couru pour aller voir la situation. Mais comme elle courait là, ce n'était pas pour le soutenir, pour pleurer quoi, non. C'était pour aller le vendre. Parce que comme je disais, il a mis mal à l'aise tout le quartier. Et même sa femme, il ne laissait pas. Elle était déjà terrorisée. Il tapait, il faisait tout. Comme elle partait là-bas, c'était pour le vendre. À l'heure là, elle-même elle a vu que c'était sa dernière chance. Et comme elle est arrivée là-bas, elle-même a vu comment les gars essayaient de bagarrer. On essayait de le mettre au sol, on n'arrivait pas. On envoyait la machette ne passait pas. Ceci, cela, il faisait tout. Là, elle s'est approchée d'un gars. Le gars qui appelait les gens venaient en moto. Elle a constaté qu'il y avait un type là qui lançait les appels. À chaque fois qu'il lançait les appels, les gars venaient avec les motos. Elle s'est approchée des gars. Elle a dit, ce que vous faites là ne sert à rien. Sa force est dans ses cheveux. Faites tout et tout, vous coupez ses cheveux. Donc ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Cherchez à couper ses cheveux. Dès qu'il a entendu ça, il a expliqué au gars. Mais le problème maintenant est que essayer de le taper, c'était une chose. Mais essayer de couper ses cheveux, c'était alors un autre dossier. Il y a d'abord après avoir entendu ça, qui a essayé d'entrer pour essayer de couper ses cheveux à la machette. On lui a mis un coup là, il a tourné, il est tombé et il a eu la diarrhée sur place.
C'est-à-dire, à l'instant où il est tombé là, il s'est soulagé. Sa copine a crié qu'on fait tout simplement vous couper ses cheveux. Vous tapez, ça ne va rien changer. Les gars ont cherché. Finalement, donc, parmi tous ceux qui étaient présents là, il y avait un Kassan, ou Wadjo, ou Nordiste, si vous voulez. Ce sont les habitants du nord du Cameroun. Il était là. Quand lui-même il était là, il a compris l'affaire donc. Il a sorti son téléphone, il a appelé. Apparemment, on ne sait pas si c'était un de ses frères ou c'était un marabout. On ne sait pas. Il a appelé le gars, un type, un monsieur. Le monsieur en question est venu sur une moto. Dès qu'il est descendu, il tenait une bouteille avec un liquide à l'intérieur. Il s'est donc faufilé dans la masse, comme les gars bagarraient. Il s'est faufilé dans la masse. Il a frappé la bouteille là sur la tête de Sangoku. Le liquide là s'est versé sur tout son corps. Et à l'instant où ça s'est versé, il a fait demi-tour de moto sur sa moto, il est parti. Au même moment donc, comme le liquide là s'est versé sur Sangoku, sa force a commencé à diminuer. Il a commencé à lâcher. Les one-shot qu'il donnait là, c'était fini. Il n'arrivait plus à faire ça. C'est là où les gars maintenant ont vu que même ses muscles commençaient un peu à diminuer. Les gars maintenant ont forcé. On l'a neutralisé, on l'a mis au sol. Et à l'instant où il est tombé là, on a coupé ses cheveux. Et à l'instant où on a coupé ses cheveux, ses muscles ont commencé à se dégonfler comme les ballons. À partir de là maintenant, c'était fini. Les gars ont commencé à le piquer, comme vous comprenez, piquer. Je ne vais pas dire les termes sur les réseaux sociaux. La vidéo risque d'être disqualifiée. Ils ont commencé à le piquer. Piquer. Les gars appelaient. On dit que c'est bon. On a fait tomber le gars. Le gars disait que non, arrêtez-le. Il dit que arrêtez-le, on arrive. J'ai au moins mes 7 pics à donner. 7 pics. Les gars ont commencé à venir. D'autres même prenaient les bus. Ils descendaient, ils arrivaient. Parce que la rancune que le type avait laissée sur tout le monde. Les gars sont venus, ils ont piqué. Cette femme que vous voyez a laissé son enfant dans un internat il y a 2 ans. Mais 2 ans plus tard, quand elle revient le chercher, le directeur de l'internat lui fait comprendre que son enfant est décédé il y a 2 ans. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Franchement, avant de déposer vos enfants dans un internat, assurez-vous de bien connaître l'internat. Faites des recherches approfondies sur l'internat en question. Parce que c'est vos enfants que vous partez confier à des inconnus. Avant de commencer l'histoire, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Déjà, cette femme que vous voyez a perdu son mari. Et à la mort de son mari, elle a dû s'occuper seule de ses 2 enfants. L'aîné déjà, Mabanda, et le cadet Junior. Sauf que l'aîné en question commençait à devenir turbulent, délinquant, limite voyou. Ne sachant plus quoi faire, elle a donc décidé d'envoyer son enfant dans un internat. Et étant entourée que d'enseignants, elle pensait que non, ça allait suffire pour le recadrer. Elle a donc sélectionné un internat qui lui était conseillé par des proches et elle a déposé son enfant là. Chaque week-end, les enfants montaient donc dans le bus de l'internat et le bus les ramenait chacun chez eux pour qu'ils aillent rester avec leurs familles. Et le dimanche, il les ramenait. Tout s'est bien passé, sans encombre. Et après seulement quelques mois, la maman en question s'est rendue compte que son enfant avait beaucoup changé. C'est-à-dire, il a commencé à avoir des très bonnes notes. Il a commencé à avoir des 17, des 18, des 19 et parfois des 20 sur 20 sur ses bulletins. Elle a commencé à être satisfaite, elle a commencé à avoir la paix. Du côté de son fils, ça allait déjà. Elle pouvait arrêter de s'inquiéter. Chaque week-end, il venait, il était devenu poli, adorable. Bref, tout se passait bien. Sauf qu'un jour, dans un week-end, l'enfant n'est pas passé. Elle est restée là que, mais comment ça se fait que mon enfant n'est pas passé à la maison? Elle a dit que ce n'est pas grave. Elle est sortie de la maison, elle a pris un taxi avec une petite gamelle et elle est rapidement partie à l'internat en question. Mais une fois à l'internat, elle arrive là, elle a commencé à demander son enfant un peu de partout et elle est tombée sur le directeur de l'internat. Elle a vu le directeur de l'internat, elle dit que s'il vous plaît directeur, je cherche mon fils Mabanda. Il dit que mais Mamada, il dit que oui, mon fils. Il dit que ah madame, c'est compliqué. Il dit que mais compliqué comment? Elle s'est dit que le directeur ne reconnaissait pas le nom de l'enfant parce que oui, c'est un grand internat. Il y a beaucoup d'enfants. Elle a donc sorti son téléphone et elle a montré la photo de son fils. Il a regardé, il a reconnu la photo. Il a dit que, oui, madame, je reconnais bien l'enfant, mais c'est compliqué. Il dit que, mais compliqué comment? Dites-moi simplement où est mon fils. Il n'est pas passé ce week-end. Et je m'en vais lui donner la gamelle. Madame, ce qui se passe, c'est que votre fils est décédé il y a 2 ans. Elle dit que, madame, comment ça? Il dit que, pardon, dites-moi où est mon fils, je m'en vais le voir. Je n'ai pas le temps pour blaguer.
Il dit que, mais madame, je suis sérieux. Là, ils ont commencé à se chamailler. Elle dit que, mais madame, je suis sérieux. Elle dit que, mon fils est décidé, donc, ok, il n'y a pas de problème. Elle sort son téléphone, elle appelle son fils. Tout l'enfant décroche. Il dit que, allô, il dit que oui, allô, madame, c'est comment? Je suis comme ça dans ton école et voici ton directeur ici, qui ne fait que me dire que j'ai décédé il y a 2 ans. Au même moment, tout l'appel a coupé. Elle dit que, allô, elle relance l'appel. Ça ne sonne même plus. Ça dit que l'opérateur, donc comme si le téléphone de la personne s'était éteint. Elle dit que, mais, madame me fait quoi comme ça? Ma madame me fait quoi comme ça? Le directeur dit que, madame, calmez-vous et rentrez chez vous. Je ne sais pas, vous n'êtes pas tranquille. Elle dit que, ok, j'ai compris. Mais l'affaire là ne se termine pas là. Elle est donc rentrée chez elle. Une fois chez elle, elle a commencé à attendre son fils ne venait pas. Elle a commencé à sortir ses feuilles, les bulletins qu'il lui avait remis, les photos qu'ils avaient prises. Dit que, mais voilà tout ça qui est là. Depuis 2 ans, il rentrait chaque week-end à la maison. Comment est-ce qu'il peut me dire que mon fils est décédé? Elle a commencé à être stressée, commencé à pleurer. Là, son deuxième fils junior est rentré. Il dit que, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a donc commencé à expliquer la situation à son fils. Il a dit que, maman, tu sais quoi? Retournons à l'école là. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette école là. Donc, c'est tellement louche. Il y a quelque chose dans cette école là. Retournons, on va les forcer et même ils vont nous dire. Elle a écouté les conseils de son fils. Ils sont montés sur la moto et ils sont partis. Une fois qu'ils sont arrivés à l'école, ils ont encore intercepté le directeur. Ils ont dit, directeur, comme vous dites que mon fils est décédé là, vous dites que mon fils est décédé depuis 2 ans, comment? Alors que chaque week-end, rien que le week-end passé, il était à la maison, comment vous pouvez dire qu'il est décédé depuis 2 ans? C'est là où il dit que, madame, calmez-vous, je vais vous expliquer. Là, il a appelé donc, un professeur, le professeur de Mabanda, son fils. Il dit que, professeur, venez. Dès qu'il est venu là, il expliquait la situation. Le professeur aussi dit que, madame, c'est tellement compliqué. La femme dit que, mais compliqué comment? Mais expliquez-moi, ou bien je suis attardée, je suis folle. Il dit que ça va, je vais vous expliquer. C'est qu'il se passe que votre fils est décédé il y a 2 ans. En fait, tout comme chaque week-end, il y a 2 ans, on avait l'habitude de mettre les enfants dans le bus et de les amener chaque week-end pour qu'ils rentrent chez eux. Mais ce qui se passe, c'est que le bus ce jour-là a eu un accident et est tombé dans une rivière. Tous les enfants sont décédés. Ce qui se passe maintenant est que, bon, bien évidemment, on a fait des recherches, on a enquêté et des plongeurs ont sauté. On a donc appelé des plongeurs pour partir récupérer que ce soit les corps et essayer d'accrocher le bus pour le faire ressortir. Sauf que chose bizarre est que non seulement on n'a pas retrouvé les corps, mais même le bus de plus de 4 tonnes avait disparu. Je dis bien, même le bus avait disparu, on ne voyait plus rien. Elle dit que, mais attendez, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous croyez dans, je ne sais pas, dans Netflix ou Disney Channel? Il dit que, pardon, je vais dire que, madame, c'est compliqué, vous ne comprenez pas, c'est compliqué. Elle dit que, d'accord, mais admettons donc que vous disiez, frère, que ça s'est vraiment passé, qu'ils sont tous décédés, ils ont disparu. Pourquoi est-ce que depuis 2 ans, vous n'avez averti personne? Il dit que, madame, le problème est que, franchement, nous étions choqués, il n'y avait même pas de corps à montrer à la famille. On a stressé, franchement, c'est pour ça que depuis 2 ans, c'est resté comme ça. La femme a dit que non, vous mentez. Elle a sorti les bulletins. Elle dit que non. Si, admettons même qu'il est décédé, vrai. Admettons qu'il n'est plus là. Voici, depuis chaque week-end, il vient à la maison. Voici ses bulletins. Voici, elle a commencé à sortir les bulletins, tous les bulletins de 2 ans, les 2 dernières années. Elle a montré. Le directeur et le professeur ont regardé. Il dit que non, madame, vous allez m'excuser, mais ces bulletins-là, c'est pas notre bulletin. Déjà, c'est pas notre bulletin. Ensuite, le logo qui est là est légèrement différent du nôtre. Là, c'est une falsification. Quant à la signature, ça c'est la signature d'un enseignant qui a démissionné ici il y a 5 ans. Donc franchement, ça là, ça ne vient pas de nous. Elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Elle n'arrêtait pas de lancer des appels à Sophie, ça ne répondait pas. Elle écrivait sur WhatsApp, mais ça ne laissait qu'un seul trait. Et actuellement, l'affaire est encore sur le feu. Mais de mon point de vue personnel, c'est beaucoup trop louche. L'école, la version du directeur, on a bien compris, mais l'école est louche. C'est impossible que tout un bus rempli d'enfants, c'est-à-dire, admettons, au moins une 40aine. Parce que nous savons d'ailleurs qu'en Afrique, on surcharge les bus. On a l'habitude de surcharger les bus. Si un bus, par exemple, chez nous, c'est 20 places, on va s'arranger à ce qu'il y ait au moins 40 à 50 personnes qui vont entrer dedans. Donc, admettons qu'il y ait une 40aine d'enfants. Ce qui se passe que donc, pendant 2 ans, les enfants des gens ont disparu. Ils n'ont pas fait d'appel, pas de communiqué, rien, parce qu'ils étaient soi-disant traités, soi-disant sous pression. Non, c'est trop louche.
L'école, tout comme son fils Junior a expliqué à la maman, l'école là cache quelque chose. Il y a quelque chose derrière l'école là. La famille en question ne doit pas laisser ça. Ils doivent enquêter. C'est tellement louche. Aïe, franchement, la famille. Mais avant de choisir un internat où déposer vos enfants, assurez-vous de bien connaître l'internat. De bien connaître, de bien vous renseigner. Parce que ce sont vos enfants que vous partez laisser à des inconnus. Voici un homme qui a construit une maison aux parents de sa copine et qui s'est occupé d'eux pendant des années. Mais le jour où il lui demande en mariage, elle refuse sous prétexte qu'il ne fait que 2 minutes au lit. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Salut la famille, avant de continuer, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire touche le plus de monde possible. Déjà, voici le monsieur en question. Ici on va l'appeler Sako. Un jour en se baladant au marché, il a rencontré une jeune fille. Et après avoir vu la jeune fille, il est tombé subitement fan d'elle. Il est donc parti draguer la fille. Et ainsi va la vie, donc ils ont commencé à sortir ensemble. Tout s'est passé bien. Ils étaient constamment collés ensemble, constamment ils étaient en train de lever et vice versa. Maintenant, après 8 mois de relation, le monsieur doit appeler un jour la fille. Il dit franchement, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est ensemble et je veux t'épouser. La jeune fille dit que, seulement 8 mois de relation, tu veux m'épouser comment? Il dit que non, mais 8 mois c'est déjà beaucoup. Moi, je ne suis pas un gars qui perd le temps. J'ai fait 8 mois avec toi, j'ai vu ton comportement et franchement, tu me plais, je veux te légaliser, je veux que tout se passe bien. Elle dit que non, 8 mois c'est trop, que je ne sais pas. Attends même 1 an ou 2 ans encore, après on va voir. Il dit que non, mais comment? Il dit que mais tu es quel genre de fille? Les filles aujourd'hui, tu la rencontres mercredi, vendredi déjà elle commence à demander le mariage, à dire qu'on peut voir mes parents, ceci, cela. Mais toi ça fait déjà littéralement 8 mois qu'on est ensemble. Je veux déjà te légaliser et tu me racontes quoi comme ça? La fille veut discuter, le gars dit que non. Tu sais quoi? Moi je te donne 2 mois. Dans 2 mois, je te laisse 2 mois pour réfléchir. Si dans 2 mois, tu ne te joues pas d'accord, on va seulement laisser. Parce que moi, personnellement, je suis un gars sérieux, je veux du sérieux. La fille dit que ok, j'ai compris. 2 mois plus tard, la fille ne fait pas signe. Le 3e mois maintenant, bref, le gars était fan. Il a attendu encore 1 mois supplémentaire. Le 3e mois donc, il appelle la fille, il dit que c'est comment. Ça, voilà déjà 2 mois qui est passé, nous sommes au 3e mois. Finalement, tu as décidé quoi? Dis-moi franchement, je ne suis plus tout à fait jeune. Je veux déjà me caser. La fille dit que ok, je suis d'accord. Mais il y a un problème. Elle dit que c'est quoi? Il dit que tu sais, moi je vis en concession familiale et notre maison est bizarre. Il y a la mousse sur les murs. Et comme il y a beaucoup d'enfants, les ordures sont versés partout. C'est pas présentable. Il dit que donc c'est seulement pour ça que depuis tu poireaux. Il dit que non, ne t'inquiète pas. Je suis là-bas suspendu. Je vais résoudre le problème là. Elle dit que elle dit que sérieux. À la base, la fille disait ça pour chasser le gars. Mais elle ne pensait pas qu'il devait réagir comme ça. Elle dit que ok. Allons-y alors. Ils ont donc programmé dans un jour, ils sont partis chez la fille en question. Mais une fois chez la fille, le monsieur exactement comme la fille avait dit, il a constaté, la maison déjà était délabrée, il y avait des ordures partout, c'était moche. C'était moche, disons franchement. Le monsieur a regardé là, ok. Il s'est présenté donc à la famille de la fille en question. Ici chez nous au Cameroun, on appelle ça le tokepod. Et en Côte d'Ivoire, le coq, quelque chose comme ça. Bref, il s'est présenté aux parents de la fille. Il a dit franchement, votre fille, ça fait un moment que nous sommes en relation et je veux l'épouser. Et maintenant, il dit, c'est que se passe que votre maison-ci là, comme je vois l'état dans lequel il est là, c'est que se passe que, en tant que premier cadeau, je vais vous construire une nouvelle maison. Dès que la famille entend ça, ils ont crié de joie. Il a commencé à citer tout ce qu'il pouvait faire pour eux. Ils ont crié de joie, ils ont commencé à chanter le beau des beaux, le beau des beaux. Ainsi donc, au même moment qu'il a parlé, dès qu'ils ont terminé la conversation, ils se sont quittés. Dans la même journée, il est parti chercher le terrain. Vous savez, quand regarde l'argent, payer le terrain, construire une maison, ce n'est rien. Dans la même soirée, il est parti acheter un terrain et il a directement lancé les procédures, on a commencé à construire. Et quelques mois plus tard, la maison était terminée et c'est exactement comme vous voyez sur cette photo. Il a appelé les parents de sa copine et il les a installés dans la maison. Une fois donc qu'ils ont été installés, tout s'est passé bien, tout était beau, tout était cool. Maintenant là, il s'est assis à nouveau avec eux. Il a demandé à ce qu'ils font la liste pour la dot. Et ses parents ont chargé une liste là. Quand le monsieur même a vu, il était choqué. Mais bref, c'était un suspendu, il n'a pas discuté, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a donc commencé à faire le tour du marché avec sa copine. Ils ont commencé à faire les achats. Dès qu'ils ont terminé, donc, ils ont déposé et ils sont rentrés à la maison. Un jour, donc, sa copine en question lui dit, franchement, moi, je vais aller voir ma copine, faire chiller, ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Elle est donc partie pour soi-disant voir sa copine. Sauf que le soir, la fille n'est pas rentrée.
1 jour, 2 jours, 3 jours, la fille n'est toujours pas rentrée. Pendant ce temps, le monsieur de son côté a commencé à être inquiet. Il appelait la fille, ça ne passe pas. Finalement, il appelle les parents de la fille. Il dit, c'est comment, voilà déjà depuis un moment, votre fille n'est pas rentrée. Elle dit qu'elle part voir sa copine. Ça fait un moment, elle n'est pas rentrée. Je ne fais que l'appeler, elle ne décroche pas. Ses parents aussi de son côté disent que, nous on ne sait pas, hein. Nous aussi là, bon, mais tu sais quoi, essaye encore de l'appeler de ton côté, nous on va aussi essayer de notre côté, et on va voir ce que ça donne. Il dit que non, mais ça fait un moment, essayons d'appeler la police. Essayons d'appeler la police, peut-être quelque chose lui est arrivé. Ils ont insisté, dit que non, ce n'est rien, laisse, continue d'appeler, nous aussi nous allons appeler. Et les parents là parlaient comme s'ils savaient quelque chose. Mais bref, il a dit que, mais vous n'êtes pas inquiet, il dit que non, fais seulement comme ça. Il dit que ok. Il a donc continué à essayer de relancer la fille ne décrochait toujours pas. Jusqu'à ce que 1 mois plus tard, dès qu'il a payé la fille finalement a décroché. Dès qu'elle a décroché, il dit que mais c'est comment? Voilà depuis 1 mois tu es parti. On était censé aller te doter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Que pardon, rentre, on va chez tes parents, je te dote, je te légalise et on reste ensemble. La fille dit que franchement, c'est à cause de la fille là que moi, je suis parti. Elle dit que mais comment ça? Il dit que bon, tu sais, moi personnellement, je veux un homme en forme. Et toi, tu ne fais que 2 minutes au lit. Il dit que, ok, mais comment ça? Il dit que oui, on est ensemble depuis là, et à chaque fois qu'on part, toi tu ne fais que 2 minutes au lit, et je ne suis pas à l'aise. Moi je veux un homme en forme. Il dit que quoi? Donc, c'est seulement pour ça que depuis tu turbines, tu as disparu. Il dit que non, ne t'inquiète pas, viens, je te dote, je te légalise, et là maintenant, après je pars à l'hôpital, j'essaie de me traiter, je prends médicaments, ceci, cela, et on va résoudre le problème. La fille dit que non. Moi, tu me parles de médicaments par rapport à quoi? Moi je veux un homme résistant naturellement, patati patata. Le gars dit que attends. Donc, on est ensemble depuis 8 mois. Tu ne savais pas que je faisais 2 minutes. Et par-dessus le gâteau, tu attends que je consigne maison à tes parents. Je charge toute une liste de doutes que je m'avais déposé chez eux pour finalement venir me raconter ça. Il dit que pardon, tu m'arrêtes la malchance que tu es en train de raconter là, tu rentres rapidement. Je m'en vais te doter, on te légalise et après je vais résoudre mon problème là sans souci. La fille dit que pardon, si c'est pour l'histoire de d'autres maisons, je ne sais pas là, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas par rapport. Je veux un homme qui fait plus de 2 minutes. Et elle a raccroché l'appel. Le gars dit que ok. Le monsieur, vous savez, c'est un suspendu. Les problèmes, il a l'habitude, il ne s'est pas cassé la tête. Il a appelé les parents de la fille. Ils ont dit que c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que notre fille a appelé? Elle a dit quoi? Il a dit que non, apparemment, selon elle, elle ne veut pas que je la dote, que je l'épouse. Parce que selon elle, je ne fais que 2 minutes au lit. Mais bref, il n'y a pas de problème, il a raccroché. Dès que les parents de la fille ont entendu ça, ils ont été choqués. Il dit que quoi? Il dit que mais l'enfant là fait quoi au type là? Il dit que mais les parents ont essayé de relancer la fille pour essayer de causer. Après, ils ont appelé le monsieur, dit que franchement, elle-même, elle a décroché, elle a dit que vrai, elle ne veut plus le mariage. Il dit que, ok, j'ai compris. Mais d'ailleurs, la famille de son côté pensait que le monsieur avait laissé l'affaire. Sauf que, le monsieur de son côté, lui, vous savez, la maison qu'il avait construite, le terrain ainsi que la maison qu'il avait construite aux parents de la fille en question. Vous devez comprendre que bien que il a construit pour les parents de la fille, il n'avait pas mis la maison ni le terrain à leur nom. Il est donc parti donc engager plusieurs jeunes. Ils sont venus avec des bidons de pétrole, ceci, cela. Il est entré dans la maison. Il a frappé la porte. Il dit que sortez. Il dit que sortez parce que la maison c'est là, je vais brûler ça. Il dit que mais comment ça? La maison était construite, ça ne fait pas 1 mois. Tu veux brûler comment? Il dit que pardon, sortez. La maison c'est en mon nom, le terrain en mon nom, donc sortez. Si vous disparaissez là-bas, c'est votre problème. Il les a donné un laps de temps. Ils ont commencé à vider la maison, porter les effets, ils sont sortis. Dès qu'ils sont sortis là, donc, il a brûlé la maison, comme vous voyez sur la photo. Dès qu'il a terminé là, il a dit, donc, apparemment, selon elle, je ne fais que 2 minutes. Quand on était en relation, je faisais 2 minutes. Elle savait. Mais elle attend que je vous construise une maison, que je viens vous verser des millions en dot. Pour venir me dire que finalement elle n'est plus intéressée, que je fais que 2 minutes. Et là, dès que la maison a totalement brûlé, il est parti. La famille maintenant, bon, ils sont rentrés dans leur ancienne maison, dans leur ancien ghetto. Quant à la fille en question, elle est toujours cachée en bourse, elle ne peut plus rentrer à cause de la honte. La honte du côté de l'homme et du côté des parents, parce que franchement, c'est honteux ce qui s'est passé. Enfin bref, la famille, juste pour dire, quand tu sais que tu veux être avec quelqu'un, n'accepte pas ce qu'il te donne. Voici un brouteur qui a été piégé et transformé en savon par son propre marabout. Histoire vraie. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire.
Avant de continuer, abonne-toi, like et partage la vidéo au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. Le Dieu est gâté. Déjà, voici le jeune en question, le fameux brouteur. Ce qui se passe est que le type en question faisait lui sa marmaille, son arnaque, son escroquerie sur les réseaux comme d'habitude et ça générait bien, ça lui rapportait bien. Sauf que bien évidemment, à un moment donné, ça a commencé un peu à cuire. Les gars ne lui faisaient plus confiance sur internet et il a commencé à être sérieusement à court d'argent. Finalement, donc, ne voyant plus d'opportunités, il a décidé donc d'aller chercher du travail. Il est parti dans un petit salon de coiffure là. Il est entré en tant qu'apprenti. Pendant donc son apprentissage, un jour donc, lui donc et son patron, c'est-à-dire celui qui le formait, il reste comme ça au salon et il voit un groupe de personnes passer devant eux habillés en boubou blanc. En fait, c'était des tradis praticiens ou des sorciers, quelque chose comme ça. Ils passaient comme ça en boubou blanc. Le patron en question les a interceptés. Il s'est mis à genoux, il a dit pardon. Si vous êtes d'accord, vous venez vous prier pour ma boutique, pour que j'ai un peu plus de clients et je vous donne quelque chose. Les types en question ont accepté et ils sont entrés dans le salon du monsieur, ils ont fait quelques rituels. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu dois chercher à faire un sacrifice pour conclure l'affaire. Et ils sont partis. Mais le monsieur n'a pas compris ce que le mot sacrifice là voulait dire, qu'est-ce qu'il devait sacrifier et comment ça devait se passer. Par chance donc, il a appelé, il avait un de ses clients là qui était, c'est-à-dire praticien aussi. Il a appelé pour lui demander de quoi il s'agissait. Son type a dit que non, ce n'est rien. Tu dois juste prendre et sacrifier un poulet, le poisson, des trucs comme ça et faire comme ci, faire comme ça. Maintenant, pendant qu'il expliquait donc, son apprenti, donc c'est-à-dire le brouteur en question à côté, a suivi l'affaire, il a réfléchi, il s'est rappelé que s'il est même ici là depuis, c'est parce que son affaire de broutage ne marchait plus bien. Vu que le type s'y est sorcier, peut-être que il peut lui faire un lavage ou quelque chose comme ça, ça remonte sa chance et les gens recommencent à lui faire confiance. Il a donc pris le numéro du sorcier en question. Le sorcier lui a dit que bon, pourquoi est-ce que depuis tu cherches à me voir? Il a dit au sorcier que franchement, quand tu me vois là, concrètement, je ne suis pas coiffeur. Mon vrai travail, c'est le broutage. Je suis un escroc. Mais ce qui se passe, c'est que j'escroquais les gens sur les réseaux et pendant un moment, ça donnait bien. Je me faisais beaucoup d'argent, mais à un moment donné là, ça a commencé un peu à cuire. Les gens ont arrêté de me faire confiance et j'ai fait une longue période sans avoir des entrées. Donc franchement, n'ayant plus le choix, je suis donc venu dans le salon-ci en tant qu'apprenti pour essayer d'avoir quelque chose. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais m'aider, me faire un lavage ou me donner quelque chose qui va augmenter mes chances et faire en sorte que mes clients recommencent à me faire confiance? Grave erreur. Le marabout a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je peux effectivement t'aider. Le marabout donc a sorti donc une bougie et un savon. Il a dit, tu vas allumer la bougie ici. Et pendant que la bougie-ci est en train de se consumer, tu vas te laver avec le savon-ci. Tu vas faire comme ça chaque soir et ça va augmenter tes chances. Tes clients, ceux que tu arnaques vont recommencer à te faire confiance et tout va bien se passer. Il a remercié donc le sorcier, il a pris sa bougie de savon et il a remis une somme au sorcier, ils se sont laissés. Maintenant, sauf que le marabout en question l'avait trompé. Il a allumé donc la bougie et s'est lavé comme ça chaque soir jusqu'à la bougie même était déjà presque finie, mais pendant 2 mois, les gars ne lui faisaient toujours pas confiance. Il n'avait aucune entrée. Il est donc retourné donc voir le marabout, dit que c'est comment. Voilà déjà, j'ai utilisé la bougie comme tu m'as dit, le savon. Voilà la bougie qui est presque finie. Le savon même aussi est en train de finir. Mais depuis 2 mois, je n'ai pas eu un seul client. Finalement, c'est comment? Tu m'as seulement arnaqué. Le marabout dit que ne t'inquiète pas. Ça veut dire que ton cas est particulier. Mais ne t'inquiète pas. Tu vas venir chez moi, je vais directement te faire un lavage. Là maintenant, tu vas avoir des clients par centaines. Le gars a accepté, il a fait confiance au marabout. Le marabout lui a dit, viens chez moi dans 3 jours et tu viendras dans la soirée. Il a dit, ok. Maintenant, le problème maintenant est que le marabout en question, en réalité, ce n'était pas un marabout, mais c'était un trafiquant. Et c'était un trafiquant d'organes. Et il avait commencé à cibler le jeune là. Comme il a dit au jeune de venir dans 3 jours là, le jeune donc 3 jours plus tard est venu dans la soirée chez le marabout vers 20h. Sauf que bon, 20h c'est un peu tôt. Le marabout lui a dit que bon, rentre chez toi et reviens à 21h. 21h, 22h, quand il se fait un peu bien tard là. C'est tard dans la nuit que les choses se passent. Il a dit ok. Il est revenu donc après 21h. Maintenant là, ils sont partis derrière sa maison. Il a mis un seau d'eau là, il a dit, lave-toi tout en proférant, en disant tout ce que tu veux. Tout ce que tu souhaites avoir, ceci, cela. Pendant que le jeune se lavait, le soi-disant marabout en question est parti dans sa cuisine. Il a pris une lame là. Vous voyez souvent ceux qui vendent souvent les viandes de bœuf en route. Ils ont un couteau là pour couper la viande. Il a pris ça. Il s'est discrètement faufilé derrière le jeune. Et swip, le jeune est tombé sur le coup. Il n'a rien compris. Donc là, il ne sait même pas à quel moment il a trépassé.
Maintenant, dès qu'il est tombé là, le type maintenant a récupéré la tête. Et il a ouvert là, il a récupéré ce qu'il pouvait retirer. Et il s'est débarrassé de la carcasse. Il se disait que tout allait bien se passer, c'était terminé. Maintenant, il est parti vendre la tête à quelqu'un et le reste là, il a donné à un ami pour qu'il lui fabrique un savon de chance. Maintenant, aux côtés du salon de coiffure, on reste là depuis 2 jours, le jeune ne vient pas. Le patron donc s'est dit que c'est comme ça qu'il s'est dit peut-être il est sans doute comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils commencent le travail, ils ne font pas 2-3 jours, ils arrêtent. Il a lavé des mains sur lui, il a laissé. Sauf que maintenant, du côté au sud de la maison du jeune, parce qu'il vivait en concession familiale, depuis aussi un certain temps, il n'était pas rentré à la maison. Depuis 2, 3, 4, presque une semaine. La famille s'est inquiétée, donc ils sont partis chez le coiffeur expliquer la situation. Dit que ça fait déjà presque une semaine, le type en question n'est pas rentré à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Le coiffeur aussi est étonné, il dit que mais moi je pensais que même ici il n'est pas là depuis une semaine. Je pensais qu'il avait fui le travail, mais donc je ne comprends pas. Voyant que la situation était bizarre, ils sont partis au commissariat expliquer la situation. Une fois dans le commissariat, donc, on a tracé donc le téléphone du jeune en question. Et ce qui se passe, c'est que on est arrivé, le marabout, le soi-disant marabout en question qui a terminé le jeune là. Quand il a terminé le jeune, il a fait l'erreur de prendre le téléphone du jeune et il commençait à utiliser. Malgré qu'il ait jeté la puce, il a commencé à utiliser. Mais vous savez, aujourd'hui, même sans la puce, on peut localiser un téléphone. On l'a donc localisé, donc on l'a retrouvé. Après l'avoir arrêté, on a commencé à l'interroger. On lui a dit, le jeune en question a disparu déjà depuis plus d'une semaine. Pourquoi est-ce que son téléphone se retrouve chez toi? Le type a commencé à expliquer une version, puis l'autre. Il dit que non, le jeune m'a donné le téléphone. Non, il m'a vendu le téléphone. Il a laissé son téléphone chez moi. Donc, au fur et à mesure qu'il expliquait, il n'arrêtait pas de se contredire lui-même, tellement que les policiers ont compris que le type-ci était en train de mentir. Là, donc, on l'a donc amené au poste. On a commencé un peu à le cuisiner. Et là, il a commencé à parler. Il a expliqué, le jeune en question m'a expliqué qu'il est brouteur, qu'il voulait que je lui fasse un savon de chance ou un lavage pour pouvoir recommencer à escroquer les gens, ceci, cela. Je l'ai donc piégé, donc, et j'ai fou pour pouvoir prendre certaines parties sur lui. Une partie, j'ai vendu. Une autre, j'ai donné à un de mes collègues sorciers pour qu'il me fasse un savon de chance. On dit que, ok. Et où est le fameux sorcier en question? Il a donc amené donc les policiers en question vers son collègue sorcier. Cette fois-ci, son collègue était un vrai sorcier. On a arrêté donc le collègue en question et le voici. On lui a demandé qu'est-ce qu'il a fait avec les parties, la tête qu'on lui a donnée là. Il a dit, il a fabriqué un savon de chance avec la moitié de ça. Et voici le savon là en question qui tient comme ça en main. Le voici avec le savon de chance en question. Donc, l'assiette que vous voyez, la substance noire là, c'est le jeune en question. Maintenant, on lui a demandé, et où est l'autre partie? Il lui a donc montré donc le sac. Le sac en question, c'est où le reste se situe. Le reste de la moitié de la tête se situe. C'est où la moitié donc se situe. Les deux ont été récupérés et ont été emmenés au poste. Voilà l'enfant de quelqu'un qui a fini en savon de chance. Mine de rien, c'est aussi un brouteur donc, qui cherche trouve, comme on dit souvent. Voici un étudiant à l'université qui a vendu tous ses orteils chez un marabout pour devenir riche, jusqu'à ce qu'il commence à vendre tous ses amis. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Cameroun. Salut la famille. Avant de commencer l'histoire, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire touche le plus de monde possible. Le vidéo est gâté, notamment les camps universitaires. Voici 3 amis à l'université de Douala. 3 amis. Ce qui se passe que les 3 en question étaient très fauchés et issus de familles pauvres. Pour toucher les 2 bouts et parfois manger, ils avaient souvent des difficultés. Sauf que maintenant, on ne sait pas si c'est par grâce ou par malchance, ils avaient un ami qui avait l'argent. L'ami en question était toujours bien sapé. Il avait toujours les téléphones dernier cri. Il était véhiculé, toujours avec les dernières chaussures. Bref, vous avez capté, il était comme un suspendu. Et de temps en temps donc, il aidait, ça arrivait qu'il aidait donc les 3 amis en question. Dès qu'ils avaient besoin d'aide ou d'un petit dépannage, il les aidait. Sauf qu'un jour maintenant, un des 3 amis, ici on va appeler Billy. Billy donc un jour donc est parti voir le type en question. Il a dit mais car, pardon, je peux faire comment pour être comme toi? Je peux faire comment pour avoir l'argent comme toi? Le gars dit que non gars, pardon. Ne rêve même pas être comme moi. Parce que tu ne sais pas ce que je fais. Par où je suis passé pour avoir l'argent ici. Ce que je fais pour avoir ça. Donc, pardon, contente-toi seulement du peu que j'ai l'habitude de vous donner pour vous aider. Contente-toi sérieusement de ça. C'est un conseil d'amis. Le gars dit que non. Le gars dit que est-ce que tu es dans une secte? Le gars dit que non. Je ne suis pas dans une secte, mais
Je suis dans quelque chose qui est comme une secte. Donc, franchement, contente-toi seulement de ce que je te dis. Il dit que non, mon ami. Même si c'est dans quoi que tu es, je veux seulement entrer, je veux être comme toi. Le gars voulait refuser pour sauver son ami, mais tu n'as pas insisté, dit qu'il veut seulement entrer. Vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, quand ils veulent le gain facile, voilà ça. Le jeune donc, bon, finalement donc, il a accepté, voilà l'insistance de son ami, il a accepté. Il a donné rendez-vous donc à Billy, à Makepe, vers une maison un peu délabrée là, fond de Makepe. Je vous donne pas la localisation parce que certains ici, je suis sûr que si je précise bien le lieu, ils vont se verser là-bas pour aller signer. Bref, ils sont partis quelque part là-bas à Makepe vers une maison délabrée en Caraboute. Une maison presque prête à se renverser. À distance, il a vu les gars, mais tu es sûr que c'est ici qu'il faut qu'on aille? Il dit que oui, c'est par là que moi je suis passé pour avoir mon argent. Il dit que ok. Ils sont entrés à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait un monsieur, un vieux monsieur, un marabout on va dire. Il a donc posé son problème au marabout. Le marabout a dit que si tu veux avoir beaucoup d'argent, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un rituel. Et tu vas retirer un orteil. Tu vas sacrifier à chaque fois un orteil. Et à chaque fois que tu sacrifies un orteil, tu auras une grosse somme qui te sera remise. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont signé, ils ont fait le rituel. Une fois qu'ils sont rentrés, donc, il a commencé le premier, couper le premier. Tout s'est bien passé. Il a eu énormément d'argent. Il a commencé à bien se saper, à bien se fringuer, à acheter un téléphone dernier cri, vêtements, habits. Bref, vous connaissez. Tout s'est passé bien. Là même ses amis ont commencé à être surpris. Le style qu'il a commencé à avoir beaucoup d'argent. Et on a commencé à l'appeler président dans les snack bars. Bref, il vivait sa vie de rêve. Normalement, un seul orteil suffisait déjà pour qu'il ait, on va dire, des millions. Mais lui, il était tellement gourmand que il est arrivé au 8e orteil en moins d'un an. 8 orteils en moins d'un an. C'est-à-dire, il a bousillé des millions en moins d'un an. Sauf que quand il est arrivé au 8e orteil, il a commencé à tomber malade. Des maladies qui n'avaient pas de sens ont commencé à le prendre. Il a commencé à perdre le sommeil. Tellement c'était bizarre, donc il est parti faire appel à Paul. Il a dit que gars, ça ne donne pas. Il a expliqué sa situation. Il dit que gars, toi aussi tu ne vois pas que tu exagères. Toi aussi tu ne vois pas que tu exagères. Mais tu es gourmand. Il dit que tu es gourmand qui me commence ça. Donc, moi, depuis toutes les années que je suis dans l'affaire là, j'ai à peine retiré 4 orteils. Toi, ça ne fait même pas un an. Mais tu as déjà retiré 8, man. 8. Il dit que, gars, c'est que c'est pas que, gars, ça a cuit. De ton côté, là, ça a cuit. Il dit que, mais comment ça? Il dit que non. De ton côté, comme tu comprends, là, ça a cuit. Donc, franchement, où tu es là, gars, les gars risquent de t'amener. Il dit que, mais m'amener comment? Il dit que, gars, va seulement voir le marabout, là, tu essaies de lui expliquer sa situation. Parce que actuellement là c'est grave de ton côté. Tu as atteint le 2e niveau, un niveau que moi-même je cherche à fuir depuis. Il ne veut plus couper, retirer un quelconque orteil sur moi. Le gars pas voir le marabout. Explique la situation au marabout. Le marabout dit que c'est grave. Il dit que non gars, franchement tu es gourmand. Si normalement tu n'étais resté que sur un pied, ça pouvait aller, mais tu es arrivé au 2e pied, donc tu es arrivé au 2e niveau. C'est-à-dire tu as dû constater que lorsque tu es parti au niveau du 2e pied, l'angle qui te remet souvent a été littéralement triplé. C'est parce que tu atteins le 2e niveau et à partir de là, tu ne peux plus rien faire. Lorsque tes orteils là vont finir, tu vas seulement partir. Le sang du gars a glacé sur place. Son corps a glacé sur place. Il a commencé à pleurer, supplier qu'on fait comment. C'est là qu'il n'y a plus rien à faire. Le marabout qui n'a plus rien à faire sort. Le gars est sorti. Il est parti voir les tradis praticiens. Même les tradis praticiens lui expliquaient la même chose. Que tu arrives au 2e niveau. Au stade ici, c'est un problème déjà qui nous dépasse, on ne peut plus rien faire. Il est retourné encore voir le marabout supplier. Le marabout dit que ok. Le marabout est pitié de lui, il dit que ok. Il n'y a plus qu'une seule solution à faire pour te sauver, c'est que tu dois sacrifier d'autres personnes pour qu'ils partent à ta place. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Le marabout lui a donné une petite stratégie à faire. Il est donc parti, donc il a appelé tous ses amis. Il a organisé une petite soirée au snack. Il a dit les gars, j'organise un anniversaire au snack, tel jour, venez. Les gars disent que mais comment ça? On a fêté ton anniversaire en janvier, là nous sommes en octobre, tu vas encore organiser une fête comment? Il dit que non, c'est l'anniversaire d'un de mes bébés, il faut venir. Il dit que ah ok. Ils ont organisé donc et ils sont partis. Ils ont commencé en joka. Oh, tout s'est bien passé. Sauf qu'un de ses amis, à un moment donné, on dit souvent que Dieu est fort. Dieu sait comment faire ces choses. L'ami en question là, un de ses amis donc a eu mal au ventre pendant toute la soirée. Il est parti aux toilettes rester. Il n'est pas resté pendant 1 ou 2 heures. Il est resté pendant toute la soirée. Il dit mais pendant toute la nuit jusqu'au lendemain. Son ventre le dérangeait. Pendant ce temps, ses amis à un moment donné vers minuit sont quittés pour partir à un appartement. On part là-bas terminer la soirée.
Ils sont partis, le gars était toujours aux toilettes, il ne se sentait pas bien. Le lendemain, donc maintenant, quand il a terminé les sorties, ses amis l'ont appelé, dit que non, à l'appartement c'était free, ceci, cela, tout s'est bien passé. Bref, le gars a commencé à être regretté de ne pas être venu. Mais bref, quelques temps plus tard, un des gars qui était parti à l'appartement, un véhicule l'a renversé et il est décédé. Bon, jusqu'à là, personne ne s'est alarmé. Les accidents de circulation, ça arrive tous les jours, c'est normal. Sauf qu'un deuxième, maintenant, un jour, il est couché sur le canapé comme ça, il part. Il est couché sur le canapé comme ça, il décède. Là, maintenant, sa famille était une famille Barça. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser ça. C'est trop bizarre, c'est trop louche. Un homme en bonne santé, avec toutes les facultés et ses moyens, sans maladie, rien, il ne peut pas se coucher comme ça sur le canapé, il part. C'est louche. Ils sont partis faire les traditions et on a compris que c'était son ami en question qui les avait vendus. On est parti le récupérer avec une foule. On l'a tabassé correctement, c'est comme il ne fallait pas. Jusqu'à ce qu'il accepte de parler, il a amené tout le monde chez le marabout, il a fait le rituel là. Une fois qu'ils sont arrivés chez le marabout à Makepela, ils ont vu une maison délabrée. Ils ont d'abord été étonnés, on dit que c'est ici, lui. Ils ont d'abord voulu entrer pour attraper le marabout, sauf que personne n'arrivait à passer. Personne n'arrivait à entrer, comme s'il y avait une barrière invisible autour de la maison. Personne n'arrivait à entrer. Ils ont forcé, fatigué, pris les outils, ils n'arrivaient pas à entrer. Finalement, ils ont dit qu'ils vont brûler la maison, sauf que ils voulaient brûler, mais bizarrement, c'est au fin fond de Makepe, dans la Cambrousse, mais les autorités sont descendues là-bas. On vous dit une maison où des personnes partent ramasser la fortune. Les autorités sont subitement descendues là-bas. Empêcher les gens de brûler ça. Je vais m'arrêter là. Pour la suite, je n'ai plus aucune information. Si lui, il est arrivé à ce genre de situation-là, c'est parce qu'il était gourmand. Très gourmand. Mais franchement, la famille, soyez très prudents, la famille. Surtout notamment ce genre de camarades dans les universités qui n'a pas de business, qui ne travaille pas. On ne connaît pas le fond. On ne sait pas concrètement ce qu'il fait, mais il est toujours fortuné, toujours friqué, jusqu'à véhiculer. Franchement, méfiez-vous généralement de ce genre de camarades. Que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Franchement, la famille, le gain facile ne paye pas. Ça ne paye pas. Si vous voulez quelque chose, demandez à quoi à Dieu. C'était info et amusement, la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.